juin 2021, il est désavoué par la junte parce qu'il voulait s'ingérer dans la composition du gouvernement malien après le deuxième coup d'État. Il s'énerve, il essaye de faire passer une résolution au Conseil de sécurité, elle ne passe pas. Ensuite, il essaye de faire pression sur la CEDEAO pour que les colonels soient sanctionnés, ça ne passe pas. Donc il est désavoué par le Conseil de sécurité, par la CEDEAO, par la junte. Et là, il va prendre une décision avec des risques absolument inconsidérés, d'arrêter l'opération Barkhane, de suspendre Barkhane, de fermer 3 bases, sans en parler à personne. Et donc, il est tout seul, il prend des risques inconsidérés, il ne mesure pas les conséquences qu'il va y avoir après. Leslie Varenne, bonjour. Bonjour. Vous étiez journaliste d'investigation, vous êtes aujourd'hui directrice de l'Institut Ivris, spécialiste de l'Afrique, et vous êtes l'auteur d'Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite, aux éditions Macmillan. Vous commencez ce livre avec les débuts d'Emmanuel Macron en Afrique. 4 jours après son investiture en mai 2017, le nouveau président de la République se rend au Mali, sur la base militaire de Gao. Je vous cite, « L'opération Barkhane ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de terroristes islamistes dans la région et où la souveraineté pleine et entière des États du Sahel sera restaurée. Pas avant. » Et vous citez Emmanuel Macron. 5 ans après, je vous cite de nouveau, 5 ans après ce discours inaugural, alors que les terroristes islamistes occupaient toujours plus de territoire, l'opération Barkhane quittait le Mali, dans la foulée le Burkina Faso, puis le Niger. Racontez-nous. Bon, c'est vrai que je commence ce livre par sa première visite en Afrique et justement par cette scène qui est tout à fait révélatrice et symptomatique de ce que va être la politique d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que c'est un moment très resserré. Ce voyage dure 6 heures et dans ces 6 heures, on a tout ce qu'on va voir pendant 7 ans. C'est même assez étonnant parce qu'on se rend compte qu'en 7 ans, il a été, c'est un temps relativement long, il a été le président de la 7e puissance mondiale et en fait, rien n'a changé et on dirait qu'il n'a rien appris. Et cette scène, elle est vraiment très symptomatique, surtout avec ce qu'on vit actuellement, avec la dissolution, etc. Pour ceux qui connaissent le Sahel et qui ont vécu, comme moi, toutes les périodes, toute cette longue période de 6 ans de guerre au Sahel gérée par Emmanuel Macron, on n'est absolument pas surpris puisqu'on y retrouve tous les ingrédients, toutes les postures, tout ce qui nous a amené à l'échec au Sahel. C'est-à-dire que il y a une méthode Macron qui ne supporte pas d'être désavoué, donc chaque fois il se cabre, il trépigne, il prend des risques inconsidérés. Et on l'a vu, par exemple, je ne vais pas vous dévoiler tout le livre parce que voilà, mais on l'a vu par exemple au Mali en juin 2021. Il est désavoué par la junte parce qu'il voulait s'ingérer dans la composition du gouvernement malien après le deuxième coup d'État. Il est désavoué par la junte. Il s'énerve, il essaye de faire passer une résolution au Conseil de sécurité, elle ne passe pas. Ensuite, il essaye de faire pression sur la CEDEAO pour que les colonels soient sanctionnés, ça ne passe pas. Donc il est désavoué par le Conseil de sécurité, par la CEDEAO, par la junte. Et là, il va prendre une décision absolument, avec des risques absolument inconsidérés, d'arrêter l'opération Barkhane, de suspendre Barkhane, de fermer 3 bases, sans en parler à personne, les premiers concernés, ce qui étaient les Maliens quand même, mais sans en parler à ses partenaires européens, sans en parler aux Américains qui fournissaient quand même l'aide logistique, l'aide du renseignement, qui ont très mal pris cette séquence. Et donc il est tout seul, il prend des risques inconsidérés, il ne mesure pas les conséquences qu'il va y avoir après. Et il arrive ce qu'il arrive, et tout le monde connaît la suite, où on a été finalement obligé de partir du Mali après ça. Mais ça, c'est pour vous dresser un peu le tableau de la manière dont il fonctionne. De la même manière, quand il arrive à Gao, 5 jours après son investiture, il est droit dans ses bottes, il est chef de guerre, il connaît tout, il a la clé, il a la feuille de route,
Il est exigeant envers ses partenaires, les Maliens, les Algériens. Il va tout résoudre, il a une feuille de route diplomatique. Enfin, on a l'impression qu'il a un boulevard devant lui. Et en fait, il ne va cesser d'échouer. C'est un peu la méthode Macron. On a des postures autoritaires, rigides. On tient quoi qu'il en coûte, contre vents et marées, contre l'histoire, contre les évidences. Et puis après, quand on a échoué, on passe à autre chose parce que il ne veut pas réaliser ses échecs. Et si vous regardez bien, depuis 7 ans, il n'a eu aucune réussite sur aucun dossier de politique internationale. C'est absolument fascinant. Avant de faire cet enregistrement, j'ai fait un petit test auprès de gens qui suivent la politique internationale et je me suis dit, bon, on va bien trouver un truc où il a eu une réussite, je sais pas, peut-être quelque chose m'a échappé, il a été médiateur de la Transnistrie, médiateur en Transnistrie, un truc comme ça. Et donc, il y a quand même quelque chose à mettre dans son actif. Et en fait, si vous faites le bilan, il n'y a aucune réussite sur la politique internationale au cours de ces 7 années. Mais vraiment aucune. Et donc, ce livre, c'est un peu un bilan, mais ce livre, c'est aussi un portrait et la description d'une méthode, si on pourrait appeler les choses comme ça. Vous dites, ce livre est l'histoire d'un président qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Il ne choisit donc pas ses collaborateurs en fonction de leurs compétences et de leur parcours passé. Il décide seul, sans s'appuyer sur l'expertise de la diplomatie française et sur l'histoire de la France. Oui, d'ailleurs, c'est un paradoxe. Parce que si Emmanuel Macron compte sur la scène internationale, c'est pas par son passé, puisqu'il avait été il avait été ministre des Finances et puis il avait été secrétaire général de l'Élysée, je crois, sous Hollande. Et c'est pas par son passé, c'est par l'histoire de France. Et c'est par l'héritage de la France. C'est parce que la France est la 7e puissance, c'est parce que la France avait une grande diplomatie à l'époque. Enfin, c'est l'histoire, l'héritage de la France qu'il est un président qui compte sur la scène internationale. Et paradoxalement, il ne se sert pas de tout ça. C'est-à-dire que il ne prend pas des décisions qui sont dans l'ADN de la diplomatie française. Il prend pas on l'a vu par exemple sur l'Ukraine, on l'a vu sur la Palestine. C'est pas quelqu'un qui appelle à la paix. Voilà. Donc il se sert de cet héritage-là, mais il le prend complètement à contre-pied. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il échoue, parce que la France n'est grande que quand sa parole compte. Et la parole d'Emmanuel Macron, cette parole ne compte pas, puisqu'il est de temps en temps, il peut dire que l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis un an après dire qu'il est le meilleur allié de l'OTAN. Il peut dire tout et son contraire, ce qui fait que la parole de la France est totalement démonétisée sur la scène internationale. Ça, c'est important. Et puis c'est aussi un président qui s'imagine savoir, mais il ne sait pas. On voit bien que dans tous les dossiers qu'il prend, il prend des décisions parfois brutales, parfois il réfléchit, mais sans prendre en compte le passé, sans prendre en compte les complexités, sans prendre en compte les spécificités, sans faire appel au trésor de la diplomatie française. Donc c'est un président qui ne sait pas, c'est vraiment ça. Parce que s'il savait que sur ces dossiers-là, il connaissait rien, il ferait appel à... On a des tas d'experts en France pour tout. Pour la Palestine, il a fait appel à BHL, mais je crois qu'en France, on a les meilleurs experts du conflit israélo-palestinien. Et vous dites également que c'est le champion des coalitions. 2 choses. D'abord, c'est quelqu'un qui a des solutions pour tout. Alors, c'est souvent des solutions technocratiques. On l'a vu dans le dossier sahélien. Chaque fois que quelque chose marchait pas, on créait quelque chose en plus. On trouvait une solution technocratique, mais qui n'était pas une solution qui pouvait être pérenne ou qui pouvait amener à améliorer la situation, qu'elle soit sécuritaire ou la situation des populations. Puis alors la deuxième chose, c'est que il adore les coalitions. Ça, on l'a vu sur le dossier sahélien, mais on l'a vu aussi dans d'autres dossiers. C'est-à-dire que il a bien conscience que la France est en train de s'effacer et de s'affaiblir. Donc, pour compter, il ne peut plus compter tout seul.
Donc il essaye d'élargir et de devenir le chef de file d'une coalition. Et donc on l'a vu au Sahel, il a créé la coalition pour le Sahel, on ne sait pas bien ce qu'elle a résolu dans le problème, mais ce n'était pas une coalition militaire à proprement parler. Il a ressorti des cartons, le G5 Sahel, qui était la coalition des armées sahéliennes, qui a été une usine à gaz et qui a jamais marché. Et puis il a créé la coalition qui devait être le laboratoire de la défense européenne. Donc c'était une coalition de forces spéciales européennes qui devait accompagner les Maliens au combat. Donc ça a été la grande histoire du premier quinquennat. Ce qui est fou aussi, c'est qu'on oublie, c'est-à-dire que Takuba a été un sujet majeur pendant 3 ans. Et puis un jour, on n'en a plus entendu parler. C'est toujours comme ça que ça se passe, parce qu'on saute du coq à l'âne. Et donc, il a créé cette coalition européenne, hein, cette coalition européenne, qui n'a pas fonctionné du tout, jamais. Ils ont dû accompagner les forces spéciales une poignée de fois au combat. À peine installés, ils ont dû partir parce que la France se retirait du Mali. Et surtout, ça n'a pas fonctionné parce que les Allemands ne voulaient pas être placés sous commandement français. Les Espagnols non plus, les Anglais encore moins. Les autres ont négocié ça pour envoyer 3 hommes, 4 hommes, 100 hommes par là. Mais cette coalition a totalement échoué et je ne sais pas combien d'argent ça a coûté, mais je me suis promis un jour d'essayer de le savoir parce que toutes ces espèces d'usines à gaz qui sont montées coûtent énormément d'argent. Et donc, on voit bien, cette coalition n'a pas marché. Mais lorsqu'arrive le 7 octobre et qu'il faut trouver et qui veut compter sur la scène internationale et qui veut compter sur ce dossier, qu'est-ce qu'il fait? Il refait une coalition. Alors là, c'est le flop majeur, ça n'a pas duré 48 heures. Et puis là, sur l'Ukraine, où avant les élections européennes, il voulait à la fois compter dans ce dossier et où il s'est servi du dossier ukrainien aussi en raison de la politique intérieure, il crée cette coalition pour envoyer des instructeurs en Ukraine. Ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y aura que des petits pays qui voudront y aller, l'Estonie, la Lituanie, mais qu'encore une fois, ni les Allemands, ni les Italiens ne veulent en entendre parler. Ils le savaient, puisque la coalition au Sahel, Takuba a échoué au Sahel. Mais c'est pas grave, on recommence et on essaye de remonter une coalition. Au passage, avec cette dissolution, la coalition pour l'Ukraine, on n'entendra plus parler. Puisque de toute façon, là, la France est rentrée dans une période d'instabilité politique. C'est quand même pour la première fois sous la Ve République qu'on va avoir une telle instabilité politique. C'est dire si ces décisions prises rapidement et seules peuvent avoir des conséquences. On rentre dans une période d'instabilité politique. Donc, comment la France va compter sur le dossier ukrainien? Très peu. De toute façon, cette coalition, elle n'avait aucune chance d'aboutir. Donc, au fond, c'est pas très grave. Mais ça montre bien le fonctionnement de ce président qui n'envisage jamais les conséquences. Vous avez exactement la même chose avec cette dissolution. Les Jeux Olympiques, c'est une fois par siècle, donc ça devait être le grand moment. Personne ne le rappelle, mais on devait même avoir une trêve humanitaire. Pendant cette période-là, on dit de trêve humanitaire, on va avoir une situation politique complètement délétère. Voilà, on passe du coq à l'âne, on saute d'un dossier à l'autre. C'est comme ça que les choses se sont passées à l'international depuis 7 ans, mais c'est aussi comme ça qu'à force de sauter d'un dossier à l'autre, on ne fait pas le bilan de ce qui s'est passé et des échecs précédents. Et on ne fait pas les retours d'expérience des échecs précédents et on continue. Je vous propose de nous raconter en fait ces 6 coups d'État qui ont eu lieu au Sahel, donc à savoir au Mali, au Tchad, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger en 3 ans en plus, entre 2020 et 2023. Alors vous avez commencé à parler effectivement du Mali, mais pouvez-vous juste nous expliquer en fait quel était le contexte en fait du coup d'État du 30 août 2020 qui a évincé Ibrahim Boubacar Keïta qui avait été élu
en 2013. Le coup d'État d'août 2020 au Mali fait suite à une longue crise politique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces coups d'État ne naissent pas de nulle part. Ils naissent aussi d'une situation sécuritaire dégradée et presque tous les pays dans lesquels il y a eu des guerres contre le terrorisme sont devenus des États faillis. Donc, et les pouvoirs en place qui n'arrivent pas à ramener la sécurité, tout comme les acteurs extérieurs d'ailleurs, sont toujours fragilisés. Mais en plus, il y avait la gestion d'Ibrahim Boubacar Keïta. En réalité, le coup d'État d'août 2020 fait suite à l'élection de 2018, qui avait été une élection présidentielle extrêmement contestée, où il y avait une crise post-électorale très dure, très longue, où les acteurs extérieurs, la France, les Nations Unies, la CEDEAO, avaient validé cette élection que tout le monde savait non crédible, non transparente, comme le veut. Et donc en 2018. En 2018, oui. Pendant 2 ans, il y a une situation politique délétère au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta choisit de faire des élections législatives. Le résultat lui convient pas. Il change les résultats. Enfin bon, c'était vraiment une situation politique délétère avec des manifestations qui ont été réprimées. Et il y a eu des morts devant la mosquée. Donc, ce coup d'État n'a surpris personne parce qu'il venait clôturer une séquence politique vraiment difficile pour tout le monde, et c'est là où on peut revenir sur la responsabilité de la France, mais aussi des autres acteurs, et notamment de la CEDEAO, c'est-à-dire que ils ont cautionné une élection qui n'était pas crédible, et donc ça n'a pas arrangé les affaires. Donc le coup d'État surprend personne. Il ne surprend pas les observateurs, en tout cas. Moi, je n'ai pas été surprise de ce coup d'État. Il surprend, en revanche, tous les services de renseignement qui n'avaient rien vu venir. Donc ça pose aussi le problème de savoir quels sont les capteurs de terrain que ces gens ont. Mais voilà, donc personne ne voit rien venir. Et des colonels prennent le pouvoir. Qui sont ovationnés par la foule. Et alors, ces colonels, tout le monde pense à ce moment-là que ces colonels vont réussir à redresser le pays, à ramener la sécurité dans le pays. Ils viennent un peu, les gens les prennent un peu comme des sauveurs. Tout le monde pense qu'ils vont mettre un terme à cette crise politique et sécuritaire qui dure depuis 2013. L'histoire ne se passera pas comme les Maliens l'ont espéré, mais à ce moment-là, oui, ils ont un vrai soutien populaire. Ça c'est évident, et de toute manière, tout le monde savait que la situation était délétère, et personne ne va demander que le président Ibrahim Boubacar Keïta soit remis à son poste, remis dans son fauteuil à ce moment-là. Donc le coup d'État est consommé, comme on dit en Afrique, en 5 heures chrono. Ibeka démissionne et les colonels prennent le pouvoir. Et à ce moment-là, tout se passe bien avec les acteurs extérieurs. Alors, qui sont les acteurs extérieurs au Mali à cette époque? Il y a la France avec l'opération Barkhane, il y a la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies, il y a les Européens, et puis un peu plus de loin, mais quand même présents, les Américains qui apportent leur aide à Barkhane. Et après ce coup d'État, tout se passe à peu près bien. Les affaires continuent comme d'habitude. La coopération entre l'armée malienne et l'armée française, et ça, je pense qu'il faut le souligner, c'est vraiment le seul pays des 3, Burkina Faso, Mali, Niger, où la coopération entre ces 2 armées est si bonne, parce que il y a eu des problèmes politiques, mais la coopération entre les armées a été bonne. Pendant tout le temps. La coopération avec les armées se passe bien.
Tout le monde adoube ces nouvelles autorités, elles n'ont aucune légitimité. C'est des autorités qui arrivent d'un coup d'État, elles n'ont aucune légitimité. Elles font une charte de la transition. J'étais au Mali à ce moment-là, donc j'ai vu comment se rédigeait la charte de la transition. C'était juste une farce démocratique. Les colonels prennent tous les postes importants, etc. Et personne ne dit rien. Tout passe comme ça. On a enterré Ibeka et on vogue le bateau. Et donc ça, c'est le premier coup d'État. Ça va durer, cette séquence va durer jusqu'en mai 2021, où là, je ne vais pas tout, parce que sinon on est parti pour des heures, mais là, les colonels avaient été obligés de prendre un premier ministre par la CEDEAO, de prendre un président civil et un premier ministre civil. Le président civil était un ancien militaire. Et donc ce président civil, qui a été fait roi par ces 5 colonels qui ont pris le pouvoir, croit qu'il peut prendre toutes les décisions. Je pense avec l'aval d'Emmanuel Macron, parce qu'il a fait ça en rentrant de Paris. Et il a voulu faire un remaniement et enlever 2 des colonels putschistes qui étaient au ministère de la Défense et au ministère de la Sécurité d'État, si je ne me trompe pas. Et ce qui a été, bien sûr, pas accepté par les colonels, en disant « t'as fait roi, qu'est-ce que tu décides ?» Voilà. Et les colonels débarquent ce président et le Premier ministre dans la journée. Alors là, ça a été le branle-bas-le-combat, c'est un coup d'État, c'est un putsch. Alors, ceux qui pensent que c'est une bonne chose vont dire c'est une rectification de la transition. Ceux qui pensent que, comme la France, c'est un coup qu'il ne fallait pas faire ça, c'est un coup d'État. Donc on parle de deuxième coup d'État, c'est celui de mai 2021. Et à partir de là, tout va déraper. C'est à partir de ce deuxième coup d'État. Alors, je parle pas. Là, on parle des coups d'État, hein, mais la situation avait déjà été délétère à partir de 2018, 2019, etc. Mais là, vis-à-vis de la France, la situation va déraper parce que, comme je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron a été désavoué. Il ne voulait pas de ces 2 colonels à l'intérieur du gouvernement. Il voulait en revanche du président civil. Et les colonels n'obéissent pas. Il est désavoué. Il essaye tout. Et puis ça ne marche pas. Les colonels ne lâchent rien. Et donc, à partir de ce moment-là, la situation va dégénérer. Emmanuel Macron va décider seul, vraiment seul, parce que même son chef d'état-major n'a pas été informé, de suspendre l'opération Barkhane pendant un temps, de fermer 3 bases. Aucun des partenaires n'est informé. Mais comment ça se fait qu'aucun parce que c'est une décision seule. Pour quelle raison il a pris cette décision? Je ne sais pas, moi je ne suis pas dans la tête du président de la République, mais il prend cette décision parce qu'il a été désavoué. Et donc c'est une façon de se venger des colonels. Mais à partir de là, la situation va déraper parce que les Maliens disent vous nous abandonnez en plein vol, les partenaires ne comprennent rien. Les armées qui fonctionnaient bien ensemble, ils sont obligés de suspendre leur coopération. Puis c'est pas, attention, la MINUSMA compte sur la France, les Européens aussi comptaient sur l'armée française. Donc c'est pas une petite décision qui se prend à ce moment-là. Et à partir de là, il va y avoir toute une séquence, dans le livre, je l'appelle la diplomatie du mégaphone, parce que là, la junte, avec son nouveau Premier ministre, Choguel Maïga, il va à fond aussi, et donc la diplomatie a totalement disparu. Là-dessus, arrivent les rumeurs de possible entrée de Wagner au Mali.
Donc là, l'hystérie augmente encore un peu. Puis on va aller de Karim au Silla jusqu'à ce que le Mali renvoie notre ambassadeur, jusqu'à ce qu'il demande à revoir les accords de défense. Et puis Emmanuel Macron va faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire que quand il voit qu'il a été au bout de tout ce qu'il a essayé, de tout ce qu'il a, il va jeter l'éponge et en février 2022, il va dire que la France quitte le Mali. C'est pas une mince affaire de quitter le Mali, hein. C'est une opération qui est en place depuis 2013, donc la logistique est compliquée, et voilà quoi. Ça c'est le premier grand échec d'Emmanuel Macron. Ça, on peut dire que c'est son échec personnel parce que c'est lui qui prend cette première décision. Alors là, c'est effectivement, vous avez décrit le Mali. Alors second coup d'État, donc on est au Tchad. Avec Idriss Déby qui va mourir le 19 avril 2021 après 30 ans au pouvoir. Peut-on parler d'un coup d'État au Tchad ? Alors après, bon, c'est comme le deuxième coup d'État au Mali. Hein. Est-ce que c'est un coup dans le coup, une rectification de la transition, un coup d'État constitutionnel ? Bon, on a l'habitude d'appeler ça un coup d'État constitutionnel. Ce coup d'État, pour moi, est très curieux. Enfin, c'est pas le coup qui est très curieux. Déjà, la mort d'Idriss Déby est très curieuse parce que on n'arrive pas à avoir une version officielle. Enfin, on a une version officielle. Il est parti combattre sur le champ de bataille, il a été tué, etc. Mais la version officielle ne convainc pas. Alors, ça fait partie de ces dossiers où la version officielle ne convainc pas, mais chaque fois que vous essayez d'enquêter un peu, etc., vous ne trouvez pas non plus quelle est la vérité des faits. Hein. C'est vraiment difficile de savoir ce qui s'est passé, mais c'est une mort suspecte. On peut au moins dire des choses comme ça. Toujours est-il, il a été tué. Qui l'a tué, on n'en sait rien. Comment, on ne sait pas. À quelle heure précisément, on ne sait pas non plus. Mais c'est pas l'heure. Alors dans mon souvenir, c'est pas l'heure qui a été dite, mais bon, bref, ça reste un peu mystérieux, voilà. Et dans la foulée de cette mort, mais alors quelques heures après, son fils réunit le conseil militaire, donc les généraux tchadiens, il y en a beaucoup de généraux, donc c'est au Tchad, c'est une armée où il y a vraiment beaucoup de généraux, mais réunit les généraux tchadiens proches de lui et se déclare président par intérim, chef de la transition. Donc, et il écrit lui aussi une charte de la transition. Alors les Maliens, ils avaient mis une semaine pour faire leur charte, eux mettent 2 heures. Et tout se passe extrêmement vite. Ça aussi c'est curieux parce qu'il y a, je veux dire, il n'y a pas eu d'état de choc, il n'y a pas eu d'état où les gens se demandent ce qu'ils vont faire puisque le père meurt subitement. Et puis le père, c'était quand même pas n'importe qui. Hein. C'était Idriss Déby, ça faisait 30 ans qu'il était au pouvoir, qu'il connaissait toutes les crises. C'était un animal politique. C'était après on en pense qu'on en veut, mais c'était une personnalité, c'était un personnage, Idriss Déby. Donc cette personne meurt brusquement et il n'y a pas une seconde de latence. Tout est fait extrêmement vite et donc là, ça c'est dans le chapitre que j'appelle le sparadrap du président parce que Emmanuel Macron va se précipiter aux obsèques d'Idriss Déby et aux obsèques d'Idriss Déby, il va adouber le fils qui a pris le pouvoir par la force, même si c'est une force constitutionnelle, qui a pris alors que il faut dire, peut-être, je ne m'embrouille pas, normalement, dans le cas où ce président mourait, la constitution tchadienne prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale. Mais là, paraît-il, le président de l'Assemblée nationale a dit « je ne veux pas du pouvoir ». Mais dans ces cas-là, si ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Mais ça, on a évacué le vice-président, je ne sais pas où il est, on n'en a jamais parlé. Donc, comme le président de l'Assemblée nationale ne voulait pas le pouvoir, eh bien, on a placé le fils d'Idriss Déby et on en a fait une succession dynastique.
Et le fait que Emmanuel Macron, qui est le seul président, le chef d'État occidental, vienne adouber Idriss Déby le jour de Mahamat Déby, pardon, le jour de l'enterrement de son père, ça a été pris comme ça devait être pris d'ailleurs, comme un adoubement, une prise de pouvoir. Les Français lui donnaient le pouvoir, etc. Et c'est pour ça que j'appelle le sparadrap du président, parce qu'il n'a jamais pu se débarrasser de ça. Parce que dans le même temps, on est en avril 2021, mais en mai 2021, il ne va pas accepter que les colonels maliens. Donc c'est toujours ce deux poids, deux mesures, cette géométrie variable qui a fait tant de mal à la France et qui fait toujours tant de mal à l'Occident d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment ces deux poids, deux mesures qui font que l'Occident perd un bon nombre de pays en ce moment. Et donc voilà, donc après, Mahamat Déby va extrêmement bien jouer, ça faut lui reconnaître. Il est en place, il fait un dialogue national, je passe toutes les étapes, hein, il fait un dialogue national. Et puis en janvier dernier, il va en visite d'État à Moscou. Il est très très bien reçu par Vladimir Poutine. Donc il montre que, comme tous les chefs d'État aujourd'hui africains, il est capable de choisir ses partenaires, qu'il a le choix, que donc il n'est pas obligé de rester un allié incontournable des Français. Et donc il revient de Moscou et il va quelques mois plus tard, en mai, et il va organiser des élections présidentielles qu'il va gagner, bien entendu, et les États-Unis comme la France vont valider cette élection présidentielle, alors que tout le monde sait qu'elle est ni crédible, ni libre, ni transparente, mais il est le maître du jeu parce qu'il a le choix de dire à ses partenaires, vous restez ou vous partez, parce qu'aujourd'hui, nous avons le choix de nos partenaires et on peut tous nous mettre en concurrence. Et donc, c'est assez bien joué. Maintenant, quel va être l'avenir du Tchad? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vont faire les opposants? Quelle va être la politique de Mahamat Déby? Est-ce qu'il va garder les mêmes partenaires? Est-ce qu'il va demander à la France de partir? Tout ça, on ne sait pas. Oui, il y a le chef d'état-major de l'armée de l'air qui a demandé le départ des forces américaines. Oui, alors ça, c'est un peu ambigu. On ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai que les forces américaines au Tchad n'étaient pas nombreuses. C'est très difficile d'avoir le chiffre exact des forces américaines dans un pays, mais disons qu'elles étaient entre 100 et 150, et elles sont effectivement, il y a eu cette lettre du chef d'état-major de l'armée de l'air, et les Américains sont partis. Les 150 sont partis tout de suite après. Mais c'était avant les élections. Personne ne savait comment ça allait se passer. J'étais assez malin du point de vue américain, parce que si jamais il y avait eu des violences pendant ces élections, si jamais ces élections s'étaient vraiment très mal passées, parce qu'il y avait eu précédemment, on était en octobre 2022, je crois, il y avait eu un jeudi noir avec une manifestation réprimée où il y avait eu 200 morts. Donc, s'il y avait eu quelque chose comme ça qui s'était passé sous le regard des Américains, ils auraient été vraiment dans une situation inconfortable. Les Français aussi d'ailleurs, mais les Français ne pouvaient pas, ils sont plus nombreux, ils ne pouvaient pas partir de cette manière. Mais là, ils étaient 100, donc ils sont partis pendant tout ce laps des élections, et maintenant ils sont en train, je pense, de renégocier leur place au Tchad et de revoir ça. Donc c'était pas un départ définitif, en tout cas. Alors maintenant, la Guinée. Concernant le coup d'État sanglant qui a eu lieu donc en Guinée, qui a évincé Alpha Condé le 5 septembre 2021, est-ce que le chef du putsch, Mamadi Doumbouya, a été appuyé par les États-Unis et la France? Oui, j'ai choisi de mettre ce coup d'État, d'intégrer ce coup d'État dans cet ouvrage, dans toute la partie coup d'État, parce qu'il est exemplaire
des doubles standards, de la géométrie variable, et vraiment, ça c'est presque un cas d'école. Le coup d'État du 5 septembre, ça a été un coup d'État. Alors c'est le seul coup d'État qui a été... Parce que dans tous les autres coups d'État, il faut préciser, il n'y a pas eu de mort. Aucun mort, aucun blessé. Bon, peut-être que quelque part il y a eu de morts et qu'on les a cachés, mais peut-être au Burkina Faso lors du premier coup d'État. Mais sinon, aucun coup d'État n'a été sanglant. Celui qui a eu lieu en Guinée-Conakry a été particulièrement sanglant. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que les morts pendant les coups d'État, c'est un peu l'omerta absolue. Mais là, on sait, j'ai été en Guinée, j'ai rencontré les gens, on sait, alors on n'a pas de chiffres précis, mais c'est quand même important, hein, c'est entre 100 et certains disent jusqu'à 160. Il y a des associations de femmes qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, mais qui cherchent toujours la dépouille de leur mari. Ça a été, alors pour le coup, un vrai coup d'État, qui a été néanmoins très bien monté, parce que, bon, je le raconte dans le livre, il y a eu une infiltration intérieure, et il a été réalisé par les forces spéciales de Guinée. Ce qui est très curieux dans ce coup d'État, donc il chasse Alpha Condé, le président Alpha Condé qui était là depuis 10 ans et qui avait fait et qui s'était fait élire pour un 3e mandat constitutionnel qui était très très mal passé parce que bon, les 3e mandats anticonstitutionnels ne sont jamais bien approuvés. Mais donc Alpha Condé est déchu lors de ce coup d'État qui est réalisé par les forces spéciales. Première chose, celui qui va devenir chef de la junte, qui est le chef des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, qui est un ancien légionnaire français, marié avec un officier de la gendarmerie française, enfin une officier de la gendarmerie française, ne participe pas au coup d'État. Lui, tout le monde me raconte qu'il est dans une voiture près d'une ambassade, voilà, il attend que le coup d'État soit fini. Mais en revanche, ce qui est très curieux à ce moment-là, c'est que on voit des militaires américains suivre le convoi, une fois que le coup d'État est fait, que Alpha Condé a été pris par les militaires et qu'il est déplacé de son palais au camp militaire. Donc, dans la foulée de ce convoi, on voit des militaires américains tout joyeux qui suivent le convoi. Donc, ça, c'est quand même surprenant, pour le moins. Alors, bien évidemment, les images sont passées sur Internet. On a vu ces vidéos avec Jai rigolant, se faisant acclamer par la foule. Donc, le Pentagone a réagi, Africom a réagi, le consul de Floride en Guinée, je sais plus, bref, un consul américain a réagi. Tout le monde a réagi en disant non, ils étaient là, mais c'était par erreur. Et puis quand ils ont vu le coup d'État, bref, toujours est-il qu'ils étaient là. Et après, j'ai appris, alors c'est très difficile à vérifier, mais j'ai appris que il y avait 100 militaires américains qui étaient arrivés la veille au soir et qui étaient arrivés dans un grand hôtel de la place, voilà. Donc, est-ce que les forces spéciales guinéennes ont été aidées par les militaires américains? Ça reste un point d'interrogation, mais il y a quand même des éléments qui permettent d'être pour le moins interrogatif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Alpha Condé était un président qui était quand même assez proche des Russes. La Guinée est un pays minier, c'est le Simandou, le gisement de Simandou, c'est le plus grand gisement de fer au monde. Les Chinois avaient eu une bonne partie, l'entreprise Rusal, les Russes avaient aussi une bonne partie. Alpha Condé aussi avait des très bonnes relations avec Erdogan et donc les Turcs étaient aussi très présents. Et quelle a été la conséquence pour la France ? Emmanuel Macron et Alpha Condé avaient au départ avaient de très bons rapports.
Ça fait partie de tous ces chefs d'État qui ont eu de très bons rapports avec le président Macron au départ, qui le voyaient arriver plutôt d'un bon œil, même s'il y avait des choses qui leur avaient moyennement plu, mais ils le voyaient arriver voilà, ils étaient plutôt prêts à travailler ensemble. Et puis, c'est à peu près tous sur la même ligne, même si c'est arrivé à des moments différents de l'histoire. Et puis la relation s'est délitée jusqu'à devenir très très mauvaise. Le moment de la rupture avec Alpha Condé, c'est le moment du 3e mandat, parce que il y a eu cette séquence en 2020, à l'automne 2020, où le président ivoirien Alassane Ouattara et le président Alpha Condé ont tous les deux choisi voilà, se sont tous les deux présentés à un 3e mandat. Il y avait des élections présidentielles. Normalement, la France aurait dû avoir une position de principe, on est pour ou contre les 3e mandats, ou on laisse faire, ou voilà. Mais là, Emmanuel Macron a eu une position un peu inaudible pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il a cautionné le 3e mandat d'Alassane Ouattara, sous prétexte que Alassane Ouattara n'avait pas pu faire autrement parce que celui qui voulait reprendre était mort, donc c'était normal qu'Alassane Ouattara y aille. Et puis il n'a pas cautionné celui d'Alpha Condé. Donc il en a félicité un, pas l'autre. Et c'était une position incompréhensible par tout le monde. Soit il était pour, soit il n'était pas pour. Donc ça a été un moment de rupture avec Alpha Condé. Mais déjà, les relations s'étaient tendues, parce que c'était tous des vieux présidents qui connaissent bien la France, qui sont francophiles. Alpha Condé a passé des années d'exil en France, puisque c'était un opposant. Donc, ils n'ont pas supporté que Emmanuel Macron, qui aurait pu être leur fils, leur donne des ordres, s'ingère dans leurs affaires, leur parle de cette manière. Et ils l'ont vraiment très mal vécu. À ce titre, il y a une photo que j'ai découverte après le livre, mais qui est une photo de 2018 lors d'un sommet du G5 à Nouakchott, et que je trouve extrêmement parlante. C'est une photo où on voit Emmanuel Macron devant, qui parle à un micro, les poings fermés, tourné de 3/4. Et puis derrière, il y a les 5 chefs d'État africains en randonnion qui l'écoutent. Et cette photo est terrible. Et cette photo dit tout. Cette photo explique la défaite de la France en Afrique, parce que ces comportements-là, ils sont plus acceptables, ni par les chefs d'État, ni par les populations. Vous écrivez qu'il s'est mis à dos tous les chefs d'État africains. Vous racontez l'anecdote entre Ibrahim Boubacar Keïta, donc l'ancien président du Mali, qui attend Emmanuel Macron dans son grand boubou blanc au bas de la passerelle, la descente du gamin Macron. Racontez-nous. C'est une anecdote qui est très connue parce que c'est la première bourde, c'est la première polémique. C'est Emmanuel Macron arrive donc à Gao 5 jours après son investiture, et il oublie de passer par Bamako pour saluer le président, qui est pourtant plus âgé que lui. Et donc il arrive comme s'il arrivait en terrain conquis, comme s'il arrivait dans un département français. Et ça, c'est une image qui a vraiment été très mal vécue par tout le monde. Par Ibrahim Boubacar Keïta en premier, même s'il a été très élégant après, en disant que c'était pas grave, que Emmanuel Macron était très courtois, etc., etc. Mais c'est un premier geste qui fait polémique dès que Emmanuel Macron met le pied en Afrique. Alors après, il y en aura tellement d'autres, mais c'est la première pierre. Et alors que les Africains attendaient beaucoup de ce jeune président. Et en fait, il s'est comporté comme un très vieux président. Il ne s'est pas comporté comme un jeune président qui a compris que le monde avait changé et qu'on ne pouvait plus faire de cette manière-là. Il s'est comporté comme un président, je dirais presque de la 4e, mais parce que jamais Jacques Chirac aurait osé faire des choses comme ça. Il connaissait très bien l'Afrique, il savait le respect qu'on devait aux aînés, il savait que les Africains aimaient qu'on reste, on dorme, on vient pas pour passer 2 heures
Mais là, c'est presque même des réflexions insolentes. Vous dites, donc, il se rapproche de la scène, et puis il y a Emmanuel Macron qui lui dit, bon, plus tard, on n'a pas le temps. Alors qu'il vient pour lui parler, pour lui dire bonjour et pour lui parler d'un problème. Vous dites également, à un moment donné, c'est le même président d'ailleurs, le président malien ponctue ses phrases par Inch'Allah, et agacé, le locataire de l'Élysée, qui ne comprend pas le sens réel de cette expression, tacle, Inch'Allah, Inch'Allah, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc bon, il a une façon insolente alors qu'il ne connaît pas les gens, d'intervenir. Il a une façon insolente, mais aussi autoritaire et rigide. Donc, d'ailleurs, lors du sommet de Nouakchott du G5, ça doit être en juin 2021, juste avant, juillet 2021, c'est juste avant le coup d'État au Mali, il est extrêmement désagréable avec tous les chefs d'État, principalement avec Ibrahim Boubacar Keïta, parce qu'il lui reproche de laisser la situation politique pourrir dans son pays, mais il voit bien qu'il ne maîtrise plus la situation sahélienne et que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Tout le monde en est responsable. Un échec collectif, c'est l'échec de la France, c'est l'échec des chefs d'État africains. Personne ne peut se dédouaner, c'est lui, pas moi. Mais Emmanuel Macron essaye de se dédouaner de ça et de rendre tout le monde responsable de ses échecs. Et il est désagréable avec tout le monde. Et à ce moment-là, Ibrahim Boubacar Keïta, parce qu'il est le doyen, et que ça aussi c'est important, demande la parole et va expliquer à Emmanuel Macron que voilà, lui, il a fait Chanson de Sailly, il lui explique un peu son parcours pour lui faire comprendre qu'il a l'âge d'être son fils et qu'il ne peut pas s'adresser à eux comme ça. Et ça, avec Idriss Déby, le président tchadien, ça se passait aussi extrêmement mal. Parce que Emmanuel Macron avait des demandes que le président tchadien ne voulait pas honorer systématiquement. Donc il y a eu, avec ses pairs, il y a eu des relations extrêmement tendues. Avec les anciens, et après, de fait, avec les nouveaux. Mais avec les nouveaux, il n'y a plus de relations. Puisque il n'y a plus de relations avec les colonels au Niger, il n'y a plus de relations avec les généraux les colonels du Mali, les généraux du Niger et le capitaine du Burkina Faso. Donc il n'y a plus du tout de relations. Mais avec les anciens qui étaient plutôt francophiles et qui avaient l'habitude d'être qui ont connu aussi presque tous les présidents français. Déby, il a connu 5 présidents successifs. Donc se voir tancé par un gamin, ça passait pas très bien. Parlez-nous également de l'affaire du climatiseur avec le président du Burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, en novembre 2017. Oui, ça aussi, c'est les histoires les plus connues. Et ce qui est très intéressant dans cette séquence, c'est que c'est le premier grand discours d'Emmanuel Macron sur l'Afrique. Et il a choisi de parler à la jeunesse, et il a choisi l'université de Ouagadougou pour faire son grand discours, qui est un discours normalement programmatique et qui donne la route et la vision de la politique africaine de la France. Et là, Emmanuel Macron va parler de beaucoup de choses, et il va dire presque d'entrée, d'ailleurs, ne cherchez pas la politique africaine de la France, il n'y en a pas. Donc, cette phrase, elle pouvait s'interpréter de manière très différente. On aurait pu dire, il dit qu'il n'y a pas de politique africaine de la France parce qu'il est ouvert à toutes les possibilités, qu'on va construire ensemble des partenariats. Ça aurait pu être ça. Mais ça n'a pas été ça. Et tout le reste du discours montre qu'il n'a aucune vision de la politique africaine de la France. C'est même, et puis après, la suite le dira, et ça a bien été d'ailleurs le problème, parce qu'il n'avait ni vision ni stratégie, donc c'était un peu compliqué. Et donc tout ce discours qui dure, mais vraiment qui dure 2 heures, 2 heures et demie, c'est un discours
très long, avec des phrases à la Macronie dont on ne comprend pas toujours le sens et le pourquoi. Et là, au milieu de ce discours, il y a une jeune étudiante qui lui demande pourquoi il y a de la climatisation aujourd'hui parce qu'il est là, alors que d'habitude, il n'y a pas de climatisation dans son université. Et là, Macron va répondre mais moi, je ne suis pas le président du Burkina Faso et c'est pas à moi de gérer ça. Et là-dessus, Roch Kaboré se lève. Je crois qu'il était plutôt amusé. S'en moquait un peu sur le coup, le président du Burkina, et se lève, sort. C'est déjà 2 heures de discours. Et Macron rit et dit il a été réparé la clim. Et donc ça, c'est une phrase non plus qui n'est pas passée et qui est restée dans l'histoire. Je veux dire, il a été réparé la clim. Je pense que tous les Africains connaissent cette phrase. C'est pas, si vous voulez, ça aurait pu être pris comme une maladresse parce que c'était le premier discours d'Emmanuel Macron en Afrique. Ça aurait pu prendre un autre sens, mais c'est tous les actes qu'il a posés après, c'est tous les actes autoritaires, c'est tous les actes d'ingérence, c'est tous les doubles standards qui font que on n'a pas oublié l'affaire de la clim. Alors la France est-elle en Afrique en faveur de la stabilité ou de la légitimité démocratique? Vous évoquez partout des doubles standards et des postures schizophréniques. Et en même temps macronien, de nombreux discours sur la fin de la France-Afrique et en même temps une extraordinaire condescendance. Vous dites, Emmanuel Macron n'a jamais adopté le bon ton, jamais été dans le tempo, au bon moment, au bon endroit. Il y a eu plusieurs tournants, il y a eu plusieurs étapes. On pourrait mettre la chute à plusieurs moments de ces 6 ans de gestion de guerre au Sahel. Moi, je pense que l'année 2018, c'est une année cruciale. Parce que c'est une année où vraiment la situation sécuritaire se dégrade. Et où on sent que si rien n'est fait, on part dans une spirale de la violence dont on n'arrivera pas à se relever. Et là, la raison de cette spirale de la violence, c'est la montée en force des milices au Burkina Faso et au Mali. Et donc là, on a énormément de grands massacres. On a Irgou, on a Ouagassogou 2 fois. On sent vraiment que la situation se dégrade. Et là, à mon avis, la France a fait quelques erreurs dans ce dossier, mais à mon avis, une des grandes erreurs de la France, c'est de ne pas avoir conditionné son aide à l'arrêt de ces milices. Parce qu'on ne peut pas pacifier si on a des milices qui augmentent le niveau de violence et qui, du coup, font que les djihadistes recrutent de plus en plus parce que les gens veulent se venger, veulent se sécuriser, etc. Donc, on est dans un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir. Donc, moi, je pense qu'à ce moment-là, en 2018, c'est un moment très important. 2019, la situation, bien sûr, puisque rien n'a été fait, que les milices sont de plus en plus importantes, sont de plus en plus armées, et ces milices, elles sont instrumentalisées par les États. Ça, c'est la responsabilité d'Ibrahim Boubacar Keïta à ce moment-là, et la responsabilité de Roch Christian Kaboré au Burkina. Au Niger, ils n'ont pas utilisé de milices, ou vraiment très très peu. Mais donc forcément, en 2019, la situation dérape. Et elle dérape pour tout le monde, elle dérape pour les Sahéliens, parce que c'est d'abord les Sahéliens qui meurent, hein, mais elle dérape pour les populations, elle dérape pour les États, ce qui va donner des coups d'État après, et elle dérape pour la France, parce que la France, normalement, est là pour aider à, sinon, restaurer la paix, mais au moins diminuer le niveau de violence. Et ça, on n'y arrive pas. La France n'y arrive pas. Les présidents sahéliens, ils jouent toujours aussi une espèce de double jeu, parce que eux, ils préfèrent monter du doigt à la France, qui n'y arrive pas, plutôt que prendre leurs responsabilités. Donc il va y avoir, ça, en 2019, il va commencer à y avoir des manifestations dénonçant le rôle de la France, puisque les Sahéliens ont raison, ils ne comprennent pas pourquoi la France, qui est une grande puissance et qui a beaucoup
matériel et dont ils voient les avions et dont ils voient les véhicules. Ils ne comprennent pas pourquoi elle n'arrive pas à venir à bout de quelques djihadistes en son haleine, quoi. Je dis quelques djihadistes, ils seront de plus en plus nombreux, mais vous voyez, et c'est des questions légitimes. Tout part à volo, des manifestations commencent en demandant que le départ de la France, on a les premiers drapeaux qui arrivent, qui font appel à la Russie, et puis il y a ce fameux sommet de Sotchi où vont tous les présidents sahéliens. Et où ils font des déclarations extrêmement fortes en disant qu'ils peuvent s'ouvrir à d'autres partenaires, qu'ils peuvent avoir besoin de la Russie, que la Russie est un acteur important. Et au moins les 3 chefs d'État, Idriss Déby, Marc Christian Kaboré et Ibrahim Boubacar Keïta, font cette remarque. Donc là, on sent bien que quelque chose est en train de se passer. Et là, Macron essaye de reprendre la main. Ils est en difficulté en France parce qu'il y a encore les gilets jaunes, parce que voilà. Mais il est aussi en difficulté sur ce dossier. Il essaye de reprendre la main et il convoque les chefs d'État sahéliens. Alors, il le fait lors d'une réunion de l'OTAN, ce qui n'était peut-être pas le lieu le mieux choisi, et il leur demande de venir à Pau pour venir s'expliquer et dire ce qu'ils veulent, et s'ils veulent toujours de la France ou s'ils veulent plus de la France, et voilà. Et donc il le fait d'une manière extrêmement maladroite, c'est extrêmement mal pris par tout le monde, les chefs d'État comme par les populations, c'est un tollé de partout, et là, c'est le début, enfin, vous voyez, il y a 2018, l'aggravation de la situation sécuritaire, il y a 2019, la convocation de Pau, il y a 2020, les coups d'État, il y a 2020, le coup dans le coup. On est chaque fois dans une spirale où on va de Karib en Silla. Et on va finir par avoir les deux d'ailleurs, Karib et Silla. Alors Macron, il décide-t-il tout seul ? Le Quai d'Orsay est-il impuissant? L'armée? Quelle était la situation héritée par Emmanuel Macron en 2017? Non, mais la situation dont il hérite en 2017, elle est déjà désastreuse, hein, parce que la France commence ses opérations avec Serval en 2013. Donc ça, c'est une opération réussie, tout le monde connaît l'histoire, ils ont fait du bon boulot, ils ont réussi à reprendre les territoires maliens de l'Azawad. Mais le problème, comme dans toutes les guerres contre le terrorisme, le problème, c'est que vous avez repris un territoire et so what après? Si vous ne réglez pas les causes, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, 2014 est créé Barkhane, Barkhane sur 5 pays, et au fond, les djihadistes vont presque suivre Barkhane, c'est-à-dire que les djihadistes vont se disséminer au Niger et au Burkina Faso. Donc ce qui était au départ une guerre juste du nord du Mali, de l'Azawad, c'est devenu une guerre qui s'est étendue au Mali et au Burkina Faso. Le Tchad, c'est encore autre chose parce qu'ils ont d'autres menaces, c'est pas les mêmes menaces, et la Mauritanie, elle, n'est pas menacée par les djihadistes. Alors quelles sont justement les conséquences de ces coups d'État au Sahel? Vous parlez du grand effacement de la France. Par exemple, la première conséquence, c'est l'influence donc de la France à l'ONU qui va être menacée. Vous dites l'Afrique représente 60 à 70% de la charge de travail de l'ONU et c'est la diplomatie française qui rédige 80% des résolutions le concernant. C'est la gestion des coups d'État qui a coûté cher à la France. Pas les coups d'État en eux-mêmes, puisque ça, c'est des problèmes de politique intérieure, mais c'est la manière dont la France a géré les coups d'État qui font qu'elle a perdu son influence. Puisque, par exemple, le coup d'État qui a été le pire pour l'image de la France, c'est le coup d'État au Niger. Ça a été vraiment la chute finale parce qu'il venait après celui du Mali, il venait après ceux du Burkina. Et la façon dont la France a géré ce coup d'État a été, pour l'image de la France, je crois, la chose la plus terrible qui soit, puisqu'on a eu à un moment donné un ambassadeur
et nos militaires, les militaires français, qui étaient cloîtrés l'un dans son ambassade, l'autre dans leur base, qui ne pouvaient pas sortir et qui étaient avec une foule de manifestants qui demandaient leur départ, et Emmanuel Macron qui ne bougeait pas et qui restait rigide et droit dans ses bottes en disant « ce n'est pas un pouvoir légitime, je ne leur obéirai pas, l'ambassadeur et les soldats vont rester ». Cette situation a duré 2 mois, je ne sais pas si on s'imagine ce que ça représente, 2 mois où il y a eu pendant 1 mois des images de manifestants qui demandaient « France dégage » devant les soldats français. Ça a été une expérience assez terrible à vivre, je pense, mais je le sais d'ailleurs, pour les soldats français qui ont très très mal vécu cette séquence-là. Et donc, c'est la façon dont on est parti qui fait que, y compris nos alliés, se disent la France n'est plus à même de gérer sa politique africaine. Et c'est une des premières choses qui compte. Faut imaginer que lors du coup d'État au Niger, on n'a été soutenu par personne, ni par les Américains, ni par les Allemands qui étaient présents au Niger, ni par les Italiens. C'est-à-dire qu'ils regardaient tous, ils se disaient mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'avais des contacts avec des diplomates étrangers, ils disaient on essaye de gérer la folie française. Tellement ils ne comprenaient pas pourquoi Emmanuel Macron restait aussi rigide et essayait pas de trouver de porte de sortie. Donc c'est ça qui a nuit à l'image de la France. Ça, et la seconde chose, c'est que l'Afrique, mais ça c'est depuis les indépendances, le général de Gaulle avait accordé les indépendances à une seule condition, c'était que les États nouvellement indépendants votent comme la France à l'ONU. Donc c'était l'histoire de ces 14 voix. Franchement, ces 14 voix, on les aurait perdues de toute façon parce que c'est le sens de l'histoire et je ne vois pas pourquoi les pays africains auraient dû continuer à voter avec la France. Donc ça, on ne peut pas le mettre vraiment sur le dos d'Emmanuel Macron parce que c'est normal que des gens puissent voter comme ils ont envie de voter et que c'est le vent du Sud qui souffle et les gens deviennent indépendants et voilà, ça c'est tout à fait logique. Mais la façon dont on est parti fait que la France n'est plus considérée comme légitime pour gérer les dossiers africains. Donc à l'intérieur de l'ONU, où elle était très présente sur ces dossiers-là, et comme vous l'avez dit, elle faisait à peu près 60, l'Afrique compte pour, hors grosse crise comme le Gaza ou l'Ukraine, mais compte pour 60 à 70% du travail des Nations Unies, la France rédigeait à peu près 80% des résolutions. Donc ça lui donnait une voix particulière, et puis ça lui donnait un impact. Mais c'est pareil au sein de l'Union européenne. La France est très affaiblie au sein de l'Union européenne. Elle était très affaiblie à cause de la façon dont elle a géré toutes les crises africaines. Elle est encore plus après la dissolution aujourd'hui, où on se dit, la France est rentrée dans une étape d'instabilité politique, on ne sait pas où elle va. Donc voilà. Et quelles sont les menaces pour les intérêts économiques de la France dans ces pays-là? C'est pas le plus important, je dirais. La France a peu d'échanges économiques. Les échanges économiques se font plus sur l'Afrique anglophone. Donc, au niveau des échanges économiques, c'est pas ce qui est primordial. Alors, comme il y a un vide qui a été créé par le désengagement de la France dans ces pays-là, évidemment, il y a d'autres pays qui arrivent. Donc, vous avez évoqué effectivement Wagner et la Russie. Bon, on sait que la Chine est aussi bien implantée là-bas, mais il y a encore plus étonnant, c'est quand même les pays européens en fait qui en profitent, hein, comme les Italiens et les Allemands qui ont commencé à doubler, en fait, agir de leur côté sans forcément jouer la situation. Et il y a des diplomates européens qui disent, je vous cite, les diplomates européens manœuvraient habilement pour reprendre la main au Sahel sans froisser la susceptibilité d'Emmanuel Macron. Depuis le coup d'État au Niger, il ne se cache même plus en Afrique. La France a tout perdu, sauf son arrogance. Oui, c'est ce que les Européens disent, mais c'est vrai que alors ça a été
les Européens et les Américains agissent de la même façon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout envie de perdre pied dans ces pays, donc ils ne veulent pas suivre les décisions arbitraires et rigides de la France, et donc ils sont beaucoup plus souples. Et les Allemands ont gardé, et viennent de renégocier ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ont gardé une présence militaire au Niger, malgré vraiment tout ce qui s'est passé avec la France. Les Allemands sont encore au Niger. Et les Américains, alors ça il faut quand même noter, les Nigériens ont demandé le départ des forces américaines du Niger. Ils ont quand même 3 bases importantes, dont la base d'Agadez, qui est la plus grande base de drones. Et tout d'un coup, les Nigériens leur disent vous n'êtes plus les bienvenus ici, on vous demande de partir. Et la manière dont les Américains ont géré les choses est absolument étonnante. Parce qu'il y a un moment donné, vous vous souvenez, on disait les Américains, ils sont comment dire, ils sont noirs et blancs, ils n'ont pas de finesse. On se moquait ici en France et en Europe du côté manichéen des Américains. Et aujourd'hui, on se rend compte que les plus manichéens, c'est nous. Parce que les Américains ont joué de telle façon qu'ils ont accepté de partir. J'étais très étonnée, je me disais, ils vont faire comme en Irak, ils vont dire oui, et puis ils vont rester. Pas du tout, ils ont accepté de partir. Les premiers ont déjà commencé à partir. Mais ils continuent à avoir des relations avec les Nigériens. Ça se passe plutôt bien. Il y a eu un communiqué hier, justement, des Américains expliquant que la coopération continuait, et donc eux essayent de fluidifier les relations, de garder des bonnes relations, et justement, ils prennent le contre-pied total de la France dans cette affaire. Ce qui fait que la France est sortie pour un moment de ces pays-là. Ce qui est frappant, c'est que, en fait, ce sommet de Pau, le 4 décembre 2019, donc qui marque en fait la rupture entre le président français et puis les présidents africains, en fait, se passe avant les coups d'État. Donc, ce qui veut dire que, est-ce qu'il y a eu une conséquence? Oui, mais parce que, si vous voulez, les coups d'État, ils naissent pas de rien, ils naissent d'une situation délétère. Et la convocation de Pau, qui a été très mal vécue par les chefs d'État, mais qui a été aussi très mal vécue par les populations, c'est le moment du décrochage entre la France et ces pays-là. C'est là où je dis, à partir de ce moment-là, le parcours d'Emmanuel Macron au Sahel ne sera plus qu'un long chemin de croix. Donc les coups d'État, en convoquant les chefs d'État à Pau à ce moment-là, de la manière dont il le fait, il détruit leur légitimité au plus mauvais moment de leur histoire. Au moment où les chefs d'État sahéliens sont le plus fragiles, parce que c'est le moment où la situation sécuritaire est dramatique. Faut se rappeler, avant la convocation de Pau, les djihadistes, alors du JNIM comme de l'État islamique, s'attaquaient aux bases militaires. Donc on a eu des attaques à Boulkessi, Mondoro, etc., où on avait parfois 100 militaires qui étaient tués. Donc c'est un moment terrible pour les chefs d'État sahéliens et pour les populations. Et Emmanuel Macron les convoque comme il aurait convoqué des préfets dans un autre temps, au pire moment de leur histoire. Et ça a détruit leur légitimité. Alors, les coups d'État, après, sont tous différents et ont tous leurs ressorts différents, mais ça a été un moment qui a véritablement compté. Oui, c'est ça, et qui a provoqué ces coups d'État. Le gouvernement français a souvent évoqué la manipulation du sentiment anti-français par les Russes. Qu'en est-il réellement? Que pensez-vous de l'action de Wagner en Afrique? Alors déjà, le sentiment anti-français, ça n'existe pas. Il faut le dire, le redire, je le dis lors de toutes les interviews, parce que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Les Africains francophones ne sont pas anti-français. Ils rejettent la politique française, ils rejettent parfois l'Occident pour l'ensemble de son œuvre, mais ils rejettent la politique française, ils rejettent les ingérences, ils rejettent
l'arrogance, ils rejettent les donneurs de leçons et ils ont envie d'être véritablement indépendants, ce qu'on ne peut pas quand même leur reprocher. Donc les Français n'ont aucun problème en Afrique, ils peuvent y aller quand ils veulent, ils sont toujours les très bienvenus, ils sont toujours très bien reçus, j'y vais souvent, je sais de quoi je parle, donc vraiment il n'y a pas de sentiment anti-français. Donc on ne peut pas dire ça. Après, il y a eu des manifestations contre la France, il y a eu des manifestations contre la présence militaire française, c'est vrai, mais c'est bien connu, à chaque fois qu'une présence militaire dure dans un pays et qu'en plus elle n'obtient pas de résultats, elle ne pacifie pas les territoires, elle devient une force d'occupation. Donc qu'on ait demandé, dit la France dégage, c'est parce que la France était considérée comme une force d'occupation et que les Sahéliens ne comprenaient pas ce que faisait la France si leur sort ne s'améliorait pas et s'ils continuaient à se coucher le soir en se demandant s'ils seraient réveillés le lendemain matin. Donc tout ça, c'est normal et c'est pas la Russie qui a créé ces conditions-là. En revanche, la Russie est entrée dans les failles. Toutes les ingérences étrangères se font dans les failles. Vous pouvez, si vous ne voulez pas qu'il y ait d'ingérence, il faut essayer. C'est comme en Nouvelle-Calédonie, hein, il faut essayer que ce soit lisse et qu'il n'y ait pas de failles. Si vous savez qu'il y a des ingérences, il vaut mieux pas rentrer dans les failles. Et là, les failles, elles étaient énormes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui me paraît vraiment très important. La Russie a été absente du continent africain depuis la chute du mur de Berlin jusqu'en 2016. Elle a presque plus de coopération avec les pays africains alors qu'elle en avait beaucoup avant. Elle revient en 2016 à la faveur de sa victoire en Syrie parce que tout d'un coup, elle réapparaît sur la scène internationale. On dit tiens, elle a eu une victoire en Syrie et surtout ce qui a marqué les chefs d'État africains, c'est la fidélité que les Russes ont eue vis-à-vis de Bachar el-Assad. Quoi qu'il se soit passé, les Russes n'ont pas lâché Bachar. Ça, les chefs d'État africains ne l'ont pas oublié. Donc elle rentre en 2016, fin 2016, c'est le premier moment, elle rentre par la Libye, c'est le premier pays où elle revient. Et alors ensuite, elle va revenir d'une façon absolument spectaculaire dans tous les pays d'Afrique, qu'ils soient francophones ou anglophones ou lusophones d'ailleurs. Elle revient dans de nombreux pays et elle revient, j'ai étudié ça de très près, j'avais fait un papier en 2018 là-dessus d'ailleurs. Elle revient sans stratégie, c'est-à-dire que c'est le pied dans la porte. Elle rentre chaque fois où elle peut rentrer, s'il faut une coopération, s'il faut vendre de l'armement, s'il faut faire venir Rosatom. Il n'y a pas ni de stratégie sectorielle, ni de stratégie par secteur. Elle rentre chaque fois qu'elle peut, pied dans la porte. Et donc, jusqu'en 2018, enfin depuis 2016, elle avance sur ce terrain-là. Quand elle arrive au Mali en 2021, elle arrive au Mali fin décembre 2021. C'est pas franchement la Russie qui rentre, c'est Wagner. C'est pas exactement la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Wagner, c'est une société militaire privée qui a des liens avec la Russie, évidemment, puisque son patron Prigojine est russe, et Prigojine est un ami de Poutine. Mais ça n'est pas une société qui est liée directement à l'État russe. C'est un peu difficile à comprendre. C'est pas une société qui est liée directement à l'État russe. Donc, quand elle rentre en 2021 au Mali, c'est une histoire strictement commerciale. Parce que, à cette époque, la Russie n'a aucune envie de mettre un pied dans le bourbier sahélien. Elle est encore en Syrie, qui est quand même pas un terrain des plus faciles. On est en décembre 2021, donc elle sait très bien que le Donbass, ça va pas aller et qu'elle se prépare. Ils ont essayé de demander en juin
2021, vous savez, la réunion à Genève avec Biden, ils ont essayé de demander des garanties de sécurité collective qu'ils n'ont pas obtenues. Ils savent que la situation dans le Donbass va se dégrader. C'est vraiment pas le moment pour eux, et en tout cas pour l'armée russe, de venir mettre un pied dans le bourbier sahélien. Et c'est d'autant plus vrai que Prigojine et Shoigu, le ministre de la Défense de l'époque, le ministre de la Défense russe de l'époque, sont dans une relation à couteau tiré. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, Wagner était en Syrie. Et Wagner fait une opération du côté de Deir ez-Zor et ils envoient quelques centaines d'hommes pour aller attaquer les forces démocratiques syriennes qui sont à cet endroit-là et qui sont soutenus par les Français et par les Américains. Ces gars avancent et en Syrie, il y a entre les Russes et les Américains, il y a une ligne de déconfliction. Et donc, quand il y a un problème, les officiers des deux armées, enfin les généraux des deux armées, s'appellent. Ça paraît bizarre, mais dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Et en Syrie, cette ligne de déconfliction marche très bien. Et donc, les Américains ont appelé les Russes en disant « Il y a des mecs qui avancent, est-ce qu'ils sont à vous ?» Et l'armée russe a répondu non. Et donc, les Américains ont frappé et il y a eu 100, 200, 300 morts, je ne sais pas exactement quel est le bilan, mais sans éléments de... Enfin, un certain nombre, mais plusieurs centaines, c'est dans mes souvenirs, des éléments de Wagner qui sont morts. Et ça, Prigojine ne l'a jamais pardonné à Shoigu. Donc les deux sont à couteau tiré. Donc quand Prigojine arrive au Mali, c'est vraiment Prigojine qui arrive au Mali, c'est pas l'armée russe. Et c'est vraiment un contrat commercial, c'est vraiment pour se faire de l'argent. Et les militaires maliens, les colonels maliens, la junte malienne, appellent ces mercenaires, non pas pour venir faire la guerre à leur place, mais ils appellent ces mercenaires pour venir les protéger de ce qu'ils imaginent, d'une possible, d'une probable, en tout cas de leur crainte, c'est que la France essaye de les déstabiliser. Donc, ils appellent les mercenaires de Wagner pour se protéger de la France. Mais c'est pas la Russie en tant que telle, je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'est pas la Russie en tant que telle qui rentre en décembre 2029. Mais à ce moment-là, ça va être, il va y avoir de tels cris d'orfraie. Parce que les SMP, sur tous les conflits, vous en avez. Hein. Je veux dire, tous les Occidentaux ont eu des sociétés militaires privées. Aucune n'a eu un brevet de vertu des droits de l'homme. Hein. En Afghanistan, il n'y avait que ça. Bon. Donc là, c'était une société militaire privée, elle était russe. Mais il y a eu tellement de cris d'orfraie, il y a eu, la France a tellement réagi, a mis des lignes rouges, si les Russes arrivent, si Wagner arrive, si... que tout d'un coup, les Russes se sont aperçus qu'il y avait un vrai sujet. Et puis, 2 mois plus tard, c'est la guerre en Ukraine, et là, ils se rendent compte que ça devient vraiment important parce qu'il y a le vote en mars 2022 aux Nations Unies où on demande de condamner l'intervention russe en Ukraine. Et là, beaucoup de pays africains s'abstiennent. Plus de la moitié, hein. 28 sur 55, un truc comme ça. Un chiffre à peu près approximatif. Donc là, ils se rendent compte que finalement, cette opération malienne, c'était une bonne opération. Mais c'est après coup. Et c'est après coup que la diplomatie russe va s'investir au Mali. Mais vraiment, ça c'est après coup. En décembre 2021, quand ils arrivent, c'est pas la diplomatie russe, c'est pas là. Hein. C'est juste une société militaire privée, encore une fois. Ensuite, les militaires de Wagner ont été accusés d'exaction. Alors ça, il y a 2 époques qu'il faut bien voir. Il y a l'époque Prigojine et puis il y a l'époque après Prigojine. Ils sont accusés d'exaction et ces exactions, elles sont réelles, on va pas se mentir. Cependant, à cette époque-là,
Wagner est sous le commandement, puisque c'est une société militaire, et sous le commandement de l'armée malienne, et ils font ce que l'armée malienne leur demande. Donc ils vont commettre énormément d'exactions, ça va être terrible, il va y avoir le massacre de Moura, où je crois que là, il y a 250 personnes qui sont mortes, hein, c'est pas rien, ils vont commettre ça, mais ils le commettent sous le commandement de l'armée malienne. Et l'armée malienne, depuis son existence en 1960, a toujours commis des exactions. Et elle en a commis sur toute la durée, et depuis 2013, elle commet des exactions. C'est pas pour dédouaner les miliciens de Wagner, comprenez-moi bien. Mais c'est juste pour vous essayer qu'on y voit un peu clair dans cette histoire, parce qu'elle n'est pas très claire. Mais ensuite, il y a la mort de Prigojine. Et Prigojine était au Mali la veille. Et il meurt dans son accident d'avion le lendemain, le jour même de son retour à Moscou. Et à partir de là, il va y avoir une période assez brouillonne où on ne sait plus qui est qui appartient à qui, etc. Donc la Russie essaye de récupérer ces gars, et soit ils vont entrer, essaye de récupérer les éléments de Wagner, soit ils vont rentrer dans l'armée russe, soit ils vont partir dans une nouvelle entité qui s'appelle Afrika Korps. Alors, en Syrie et en Libye, les choses se passent assez normalement. Ils rentrent dans le giron de l'armée russe. En Syrie, en tout cas, ils sont rentrés dans le giron de l'armée russe. En Libye, je crois aussi. Et puis, dans d'autres endroits, ils vont rentrer dans Afrika Korps. Au Mali, les gars de Wagner, ils n'ont pas voulu. Donc, ils ne sont pas rentrés dans l'armée, ils ne sont pas retournés dans le giron de l'armée russe. Et ils ne sont pas retournés dans Afrika Korps. Donc, pour l'instant, on a une situation absolument délétère, où c'est des gars qui sont là et qui sont un peu en roue libre. Alors, ils ont toujours l'aval des autorités de Bamako, mais ils n'appartiennent plus à une entité russe. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et là, les gars, ils font vraiment, la situation est très grave. Ils font n'importe quoi. Vraiment, il y a des massacres, ils tuent, ils pillent, ils volent. Il y a vraiment une situation horrible au point que dans toute la partie nord du Mali, les Peuls, les Touaregs sont pourchassés et ils sont en train d'évacuer cette partie-là. Il y a énormément de réfugiés en Mauritanie, énormément de réfugiés en Algérie. Et là, il y a une situation qui est véritablement épouvantable. On peut pas accepter ça. Vraiment, c'est extrêmement difficile. Après, les Russes sont arrivés aussi au Niger. Ils sont arrivés maintenant aussi au Burkina Faso. Mais là, ils sont arrivés, ils n'y étaient pas avant, ils sont arrivés après la mort de Prigojine. Donc c'est Afrika Korps qui est là. Ils sont des instructeurs, ils partent pas au combat. Ils font peut-être du renseignement, des choses comme ça. Ils ne partent pas au combat. Et là, on n'a pas d'exaction. Contrairement au Mali, où à l'heure où je vous parle et maintenant, les exactions se poursuivent. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose qu'il faut mentionner, je pense, parce que ça, c'est vraiment important, c'est de voir que malgré le fait que la Russie soit toujours sur le front ukrainien, sur un front qui est quand même pas facile depuis 2 ans, la Russie continue à être très offensive diplomatiquement, économiquement, militairement dans toute l'Afrique. Elle vient de signer une coopération militaire à Sao Tomé et Principe. Là, ils sont en train de négocier avec le Soudan une base militaire à Port-Soudan, ce qui serait un truc absolument incroyable, parce qu'ils seraient juste sur la mer Rouge, juste en face des Houthis. Ils sont en train d'essayer de négocier dans la guerre au Soudan, qui est une guerre absolument dévastatrice, avec aussi des bilans humanitaires absolument épouvantables. Ils sont en train de négocier dans cette guerre. Ils sont absolument sur tous les fronts. C'est assez stupéfiant
de voir à quelle vitesse ils avancent et vraiment sur tous les fronts. Je reste un peu béate. Et ils sont au Sahel, et ils sont en Ukraine, et ils sont en Syrie, et ils ont le PIB de l'Italie. Pour récapituler un peu, donc au Mali, on a la France qui ont globalement accepté que Ibrahim Boubacar Keïta soit évincé. En Guinée, donc la France et les États-Unis ont approuvé le putsch de Mamadi Doumbouya, c'est ça. Au Burkina Faso, donc, de la même manière, les Français et les Américains ont soutenu ce coup d'État. Alors, ils ont pas le premier coup d'État, parce qu'il y a eu 2 coups d'État au Burkina Faso, de septembre 21, si je ne me trompe pas, où le président Roch Marc Christian Kaboré est déchu. Personne n'a approuvé, mais personne n'a désapprouvé non plus. C'est-à-dire que on a pris acte de ce coup d'État, on a demandé que le président déchu soit libéré et bien traité, mais on n'a pas condamné le coup d'État et on n'a pas demandé que le président déchu soit démocratiquement élu, puisqu'il avait été élu, lui part en 2021, il avait été élu en 2020, je crois. Et donc on n'a pas demandé à ce qu'il soit remis à son poste et que il reprenne les affaires. On a acté le coup d'État. On a acté le coup d'État contre Ibrahim, on a acté Ibrahim Boubacar Keïta, on a acté le coup d'État contre Roch Marc Christian Kaboré, on a acté le coup d'État contre Alpha Condé. Quand je dis on, c'est la France, la CEDEAO, les États-Unis, en gros, et l'Union européenne qui suit. On a acté de fait le coup d'État constitutionnel au Tchad. Alors là, c'est pas la CEDEAO puisqu'ils font partie de l'Afrique centrale, mais bon, la CEMAC a acté. Et on n'a pas acté celui contre Mahamadou Issoufou en juillet 2023 au Niger. Alors racontez-nous ce coup d'État au Niger. Alors ce coup d'État au Niger, contrairement aux autres, contrairement à celui du Mali, parce que les autres, c'est encore plus compliqué, mais contrairement à celui du Mali, je pense que les services de renseignement avaient senti le vent tourner. Mais on n'a pas voulu les écouter, ou on s'est dit, à l'Élysée, où on s'est dit on va pas faire d'ingérence, voilà, c'est la nouvelle Afrique, c'est le nouveau monde, bla bla. Le 26 juillet, c'est même pas un coup d'État qui s'est passé au Niger. C'est même pas un coup d'État. Il n'y a même pas eu un seul coup de feu. C'est simplement le patron de la garde présidentielle qui a enfermé le président chez lui. C'est tout. Il ne s'est rien passé d'autre que ce moment-là. Il est d'ailleurs toujours à la même place 8 mois ou 9 mois après. Au palais présidentiel. Il est toujours au même endroit, au milieu de la garde présidentielle. Donc c'est la garde présidentielle qui fait le coup. Et ensuite, les autres corps d'armée vont se questionner pendant quelques heures, et les autres corps d'armée vont venir rejoindre la garde présidentielle, vont venir s'allier au général Tiani, qui a pris le président en otage. Et donc ça, ce coup-là n'est pas passé, et donc on a demandé que le président élu soit remis dans ses fonctions. Alors, la France a demandé, la CEDEAO a demandé, le président doit être remis dans ses fonctions, ce que la junte n'a pas accepté. Et à partir de ce moment-là, les choses ont dégénéré parce que la CEDEAO a demandé des sanctions extrêmement graves, extrêmement difficiles pour un pays enclavé comme le Niger. C'est les pires sanctions économiques qui aient jamais été mises en place. Parce que la junte, la CEDEAO va menacer les nouvelles autorités militaires d'intervenir militairement si Mohamed Bazoum ne retrouve pas le chemin du pouvoir. Et
la France et Emmanuel Macron, parce qu'on est en été, donc c'est vraiment, ils sont trois à gérer cette crise en France à ce moment-là, et Emmanuel Macron suit les préconisations de la CEDEAO, et il adopte les sanctions et il dit oui, et il est prêt à aider à une intervention militaire. Ça a été l'erreur magistrale qu'il ne fallait pas commettre, parce que toutes les populations se sont soulevées. Elles ont soutenu ce coup d'État parce que l'élection de Mohamed Bazoum n'avait été ni libre, ni crédible, ni transparente. Elles n'en pouvaient plus de ce système qui était porté depuis 10 ans par Mahamadou Issoufou et par Mohamed Bazoum, et qui était un système où il n'y avait pas beaucoup de ruissellement entre le haut et le bas, et que c'était d'une part, et qui n'était pas un système non plus très démocratique et même plutôt liberticide. Et donc, elles ont soutenu le coup d'État, et plus on leur promettait la guerre, et plus elles soutenaient le coup d'État, et plus on leur mettait des sanctions, et plus elles soutenaient le coup d'État, ce qui fait que les militaires se sont retrouvés avec une légitimité populaire et une ferveur populaire, qui fait qu'on ne pouvait plus ils pouvaient plus partir. Et puis, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'en Afrique, quand un président subit un coup d'État, s'il n'est pas remis en place sous les 24 heures ou 48 heures, c'est même plus la peine d'essayer. Le coup d'État, est, comme on dit en Afrique, le coup d'État est consommé. Ouais, ça a été jusqu'au point où ce coup d'État, ces putschistes ont bénéficié de la solidarité des juntes maliennes et burkinabées, qui annoncent que toute intervention armée contre le Niger sera considérée comme une déclaration de guerre à leur deux pays. Ah bah oui, puisque là, on a les Maliens et les Burkinabés ont aussi fait des coups d'État, c'est aussi des gens militaires, donc ils sont solidaires de leurs amis nigériens, et donc ils disent si jamais il y a une guerre, et en plus eux-mêmes sont en froid avec la CEDEAO, qui vont d'ailleurs tous quitter après, sont en froid avec la CEDEAO. Eux aussi avaient subi des sanctions, enfin, le Mali, pas le Burkina, ça fait partie des doubles standards, mais c'est autre chose. Et donc ils sont absolument solidaires de la junte nigérienne. Et en plus, comme la junte nigérienne est en conflit avec la France, et que eux-mêmes, les Maliens, ont été en conflit avec la France, ils ont des tas de raisons d'être solidaires. Hein. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les Américains, en fait, changent leur fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, finalement, on va accepter ce putsch, d'accord ? Mais lui, Macron, s'entête. Oui, parce que les Américains comprennent très très vite que une opération militaire, même si c'est une opération, à partir du moment où vous avez la population qui soutient une junte, et qui est prêt à faire barrage de son corps si jamais la junte est attaquée. Vous imaginez bien que même si ça devait être une petite opération de force spéciale ou je ne sais pas, vous auriez des victimes civiles. Et ça, c'est plus entendable aujourd'hui dans un pays qui, en plus, depuis 10 ans, en proie au terrorisme, et la CEDEAO n'avait jamais rien fait pour venir en aide aux autorités nigériennes pour lutter contre le terrorisme. Enfin, c'est encore autre chose. Donc les Américains comprennent très vite, et même les militaires français l'avaient compris, je pense, hein, que cette opération, elle n'était pas faisable sans que ça dégénère complètement. Donc très vite, ils se disent, on ne peut pas intervenir militairement pour remettre le président au pouvoir. Et donc, c'est le Nigeria qui devait être le fer de lance de la CEDEAO pour rentrer. Il y avait des problèmes internes au Niger parce que les populations, le nord du Nigeria ne voulaient pas aller combattre contre leurs frères nigériens, c'est des voisins. Mais c'est les Américains qui ont demandé, ça je l'ai su, c'est les Américains qui ont dit au Nigeria, vous n'intervenez pas. Et si la CEDEAO n'intervenait pas, bien évidemment, la France ne pouvait pas les aider à intervenir. Parce que, voilà, donc c'est eux qui mettent un holà à cette affaire-là. Mais la France va rester rigide, droite dans ses bottes pendant 2 mois. Alors, donc, il y a une situation où finalement, le 25 août, les autorités de Niger ordonnent le départ de l'ambassadeur Sylvain Ité sous 48 heures.
Paris refuse de rappeler Sylvain Ité, pour le laisser au Niger. Dès lors, la France se retrouve dans une situation extraordinaire et sans précédent dans l'histoire, avec un ambassadeur claquemuré dans la chancellerie et des militaires cloîtrés dans leur base. Je peux dire que c'est un moment, je m'en rappelle très très bien parce que ça nous a pris, je dis nous, parce qu'on était un certain nombre à suivre cette affaire presque heure par heure. On a eu très très peur parfois que la France intervienne parce qu'on savait quelle catastrophe ça allait être d'intervenir dans ce pays qui est déjà martyrisé par les djihadistes, qui a déjà des problèmes parce que c'est un pays très pauvre. Enfin, c'était voilà. Et quand on voyait cette situation où l'ambassadeur ne pouvait plus sortir, que les militaires étaient cloîtrés dans leur base, alors qu'il était si simple de répondre à la demande, parce qu'en plus, la Convention de Vienne fait que la France se mettait en faute par rapport à la Convention de Vienne en ne rappelant pas son ambassadeur, puisque les autorités nigériennes lui avaient demandé de partir. Donc on était dans une situation complètement anormale, illégale, alors qu'il était, à un moment donné, vous avez des autorités, même si vous pensez qu'elles ne sont pas légitimes, c'est quand même l'État nigérien, c'est eux qui dirigent le Niger de fait, qui vous demandent de partir. Il fallait être raisonnable, il fallait partir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Emmanuel Macron va accepter de faire, mais très tard, très très tard, quand l'image de la France aura été terriblement dégradée. Moi, je me souviens de cette époque. Les journalistes, tous les journalistes arabophones, les anglophones suivaient cet épisode, enfin on peut pas dire ça un épisode, mais ces événements jour par jour, ça faisait la une des télés, des télés étrangères, et donc ça a été un moment terrible, quoi. Ça a duré tout l'été, et c'est, je crois, le 26 septembre 2023, où Emmanuel Macron, entre la poire et le fromage, c'est-à-dire lors d'une interview télévisée où il parle du roi Charles et du pouvoir d'achat, entre la poire et le fromage, nous dit j'ai décidé que l'ambassadeur et les soldats rentrent en France. Le grand soulagement, je ne vous explique pas comment WhatsApp crépitait à ce moment-là, c'était le ouf, quoi. Je vous remercie, Leslie Varenne. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Emmanuel au Sahel aux éditions Macmillan. Merci à vous.